Bonjour la vallée de la Matapédia, bienvenue à TVC l'été. Aujourd'hui, pour ce dernier spécial de la saison, on vous présente les meilleurs moments. Et oui, notre classique revient. Bonne émission! Donc, tu es présentement en rodage de ton deuxième one-man show qui va s'appeler le petit deuxième. Oui, exact. Pourquoi tu l'as appelé le petit deuxième? Hey, on n'est pas allé loin, là. Je me suis dit, c'est le deuxième show, on va l'appeler le petit deuxième. Là, on ne sait pas encore si c'est le nom qu'on va conserver juste pour le rodage ou si, quand on va lancer le vrai show, on va changer le nom. Moi, j'aime bien le petit deuxième. Quand j'ai dit ça à mon entourage, tu sais, mes parents ont fait ben, t'es le deuxième dans la famille aussi. Puis mes deux parents sont aussi les deuxièmes de leur famille. Puis là, on s'est mis à parler de ça. Puis j'ai comme fait ah, crime! Puis j'ai l'impression aussi, tu sais, j'ai 9 mois pour écrire ce deuxième show-là. Puis 9 mois, c'est une période de gestation pour mettre un enfant au monde. J'ai vraiment l'impression que le petit deuxième, tu sais, j'ai fait mes erreurs dans mon premier show. Tu sais, comme je dis dans le deuxième show, il n'y aura aucune anecdote de couple. Tu sais, dans le premier show, il n'avait à côté, me sépare. Puis là, je fais comme, ça scrape le trois quarts de mon show. Fait que là, on dirait que le petit deuxième, c'est comme quand tu as un deuxième enfant, tu fais, j'ai fait mes erreurs sur le premier, le deuxième, il est moins stressant, tu sais, je sais où je m'en vais avec. Fait que c'est ça en ce moment. C'est pour ça qu'on l'appelait de même, mais est-ce que le nom restera à voir? À suivre. Oui, exactement. Pour ceux qui t'ont jamais vu sur scène, comment tu te décrirais? Ah, un raconteur. Moi, je suis quelqu'un, j'adore l'anecdote, j'aime ça raconter. Je sais où mon histoire commence, je sais où elle finit dans le milieu. Des bonnes chances qu'on se perde en chemin, mais on va toujours retrouver à la fin de l'histoire ensemble. Fait que pour l'instant, c'est ça que j'aime beaucoup du rodage aussi. Tu sais, là, j'essaie des affaires, mais tu sais, c'est dans le milieu que j'essaie. Je sais le début et la fin de mon histoire, puis dans le milieu, là, je peux essayer ce que je veux. T'es assez flexible dans l'improvisation? Oui. Oui. Je suis assez flexible dans l'improvisation. Parlons un peu de ta carrière. Pourquoi et comment es-tu devenu humoriste? Mon Dieu, ça a été un bon coup de tête. Moi, j'ai été ergothérapeute. À la fin des années, on faisait ils appelaient ça des talent shows là, à McGill, où est-ce que le monde faisait comme soit de la danse, du chant, même de l'humour. Puis moi, j'avais animé ça. J'avais vraiment aimé ça, fait que j'avais fait l'année d'après, je vais faire un stand-up. Puis c'est en faisant un stand-up là à McGill en 2007 que j'ai fait hey, j'aime ça. Puis quelqu'un m'avait donné sa carte de Juste pour rire en disant tu devrais essayer de faire les auditions de l'école de l'humour. J'avais essayé, puis j'avais été refusé. Fait que j'avais fait comme c'était pas pour moi l'humour. Puis après ça, j'ai fait il y avait un concours qui s'appelait En route vers mon premier gala. Qui est organisé par Juste pour rire. Exactement. Puis là, ça a comme débloqué. C'était en 2011, ça. Fait que depuis 2011, je fais de l'humour. Puis à temps plein, officiellement, juste ça, c'est depuis 2017 que j'en fais. Wow! Bien, félicitations. Merci. Puis, qu'est-ce que tu aimes dans ton métier? Bien, sérieusement, c'est la seule job dans ma vie que j'ai fait que je rentre jamais à reculons. Tu sais, que ce soit autant en rodage, que ce soit une grande salle, un petit bar, une mini-salle, une salle communautaire, j'aime toujours ça, la rencontre des gens. J'aime ça, aller raconter des histoires, les faire rire. Plein de personnes aussi, tu sais, c'est pas nécessairement le but. Il y a plein de gens qui font « Hey, ça m'a fait du bien, ça m'a changé les idées, je suis content. Si ça peut faire du bien aux gens, c'est ça, ben, c'est comme ma plus belle paye, dans le fond. Fait que c'est ce que j'aime le plus dans ce milieu-là. Pour ma toute première entrevue, je m'entretiens avec quelqu'un de grand pour moi, c'est-à-dire mon grand-père. Je l'admire énormément. Je suis présentement avec Jean-Guy Rioux. Comment ça va? Ça va très bien, ma petite fille. Merci. Peux-tu nous parler de ton histoire? Oui, mon histoire a commencé en 1939 quand mon père et ma mère ont décidé d'avoir un beau garçon. La suite, c'est plus compliqué, là. J'ai su ça, la date par les autres, là. Mais qu'est-ce que j'ai fait à un mois, un an, je ne me rappelle pas beaucoup. Je me rappelle d'une chose, j'aimais l'école. J'ai toujours aimé l'école. C'est pour ça que je me suis ramassé au séminaire à Gatineau, parce que les pères du Saint-Esprit qui étaient à Lac-Saumon faisaient le tour des paroisses pour recruter des aspirants. Puis quand ils sont venus voir le curé de Saint-Léon, il a dit Jean-Guy serait peut-être un bon candidat pour vous autres. Fait que je suis parti pour Ottawa en train à 14 ans. J'avais jamais quitté Saint-Léon ben. C'était toute une aventure. Monter à Ottawa, là, oi. Puis dans le fond, t'es parti à quel âge à Ottawa? 14 ans. 14 ans. Puis après, rendu à Ottawa? J'ai resté là 6 ans. 6 ans? Au séminaire. J'ai tout fait le séminaire. Après ça, je suis venu à Lac-Saumon, chez les pères, pour le noviciat. Je suis
retourné après ça à Québec pour le grand séminaire. Et j'ai fait presque 2 ans de grand séminaire. Puis j'ai décidé à ce moment-là que c'était pas pour moi, puis j'ai abandonné. Dans le fond, un grand séminaire, c'est pour C'est pour devenir prêtre. devenir prêtre? Oui, oui. OK. Puis, as-tu un moment qui t'a le plus marqué dans ta vie? Dans toute ma vie? Ah oui, hey, ma blonde. Ah, hey, quand j'ai connu ma blonde. Oui, oui, oui. Dans quelles circonstances tu l'as connue? Ah, ben, moi, je l'ai connue. Elle était toute petite ici, elle restait dans le même rang que nous autres. Mais je ne l'ai pas connue comme ma blonde, je l'ai connue comme une petite toilette, là, comme les autres. Là. Puis, par hasard, quand je suis sorti de chez les pères, je suis monté chez ma sœur à Montréal. Puis, il y avait mon oncle à Ginette, qui était en même temps un mononcle du mari de ma sœur. Un Langlois, la mère à Ginette, une Langlois. Ça fait que Bertrand, il allait souvent, il appelait mon oncle Joe, il allait souvent chez mon oncle Joe. Fait que chez mon oncle Joe, j'ai rencontré Ginette. Puis, le fil en aiguille, on est devenus amoureux. Si tu avais une chose à changer dans tout ton parcours, dans toute ta vie, qu'est-ce que tu changerais? Non, non, Rien. non. Moi, je ne vis pas pantoute dans le passé. Je vis en fonction de l'avenir. Je suis un irréductible optimiste. C'est rare que je vais regretter. En tant que ta petite fille, là, je sais très bien que tu as été mère de Salion. Peux-tu me parler de ton expérience? Oui. J'ai décidé ça parce que j'étais impliqué beaucoup politiquement avec les groupements forestiers. Puis, j'ai pensé que je pouvais être utile à Saint-Léon. Puis, j'ai réalisé une œuvre dont je suis très fier. À Saint-Léon, il n'y avait pas d'égout. Puis, sur la rue principale, c'est soulevé par rapport à la rivière qui est en bas. Fait que les fosses septiques débordaient. En hiver, tu voyais ça à travers la neige, là, ça coulait dans la rivière. Puis c'est un sanctuaire à saumon, la rivière Umpqui. Fait que je m'étais donné comme mission de doter Saint-Léon d'égouts. Ça a marché. J'ai réussi. Présentement à la Camerise Majomique à Saint-Alexandre-des-Lacs avec Michael Lamarre, copropriétaire de la place. Salut Michael, ça va bien? Bonjour, ça va bien toi? Ça va très bien aussi. Tout d'abord, pour les gens comme moi là, qui n'ont aucune idée c'est quoi de la Camerise, j'ai jamais mangé ça de ma vie, c'est quoi? Puis ça goûte quoi? Ben, t'es pas le seul, hein? C'est un nouveau fruit qui est en développement au Québec. Ouais. C'est dur à décrire comme goût. On le compare souvent, là, les gens qui viennent cueillir là, à fraises, bleuets, framboises, cassis, rhubarbe, poire. Il y a quand même une bonne éventail de comparaisons, mais je pense que la meilleure façon, c'est de venir y goûter et de se faire son opinion. Je t'invite à y goûter tantôt. On ira goûter. Oui, c'est ça. Puis avant l'entrevue, tu m'expliquais qu'il y avait plusieurs variétés. Vous étiez plus dans quelque chose de sucré. Absolument. Ça reste un petit fruit qui est un peu acidulé pareil, sauf qu'il y a plusieurs cultivars. Puis il y en a des cultivars qui sont vraiment surettes. Là, ça vient de chercher en arrière. Là. Nous, on en a goûté plusieurs. Puis on a choisi le cultivar le plus sucré, qui est Aurora, qui est un favori ici. C'est le grand vendeur. C'est le plus sucré. Comme ça, on voit un bon exemple d'un plant qui est un plant de 4 ans. Les Camerises, c'est vraiment ces petits fruits-là qui sont quand même assez grands. Ah, ça, quand même, oui. On dirait vraiment des gros bleuets. On dirait des gros bleuets allongés un peu. Ça, c'est les plus grosses. C'est un cultivar qui est comme ça. Okay. Ça, c'est les plus sucrés aussi. Goûtons à ça. Goûtons. Allons-y. OK, ouais. OK, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Ouais, c'est vraiment bon. Bon. C'est vraiment bon. Wow! Ouais, j'en prends d'autres. Ça me donne faim. C'est colorant comme, vraiment, comme fruit, bon. Que ça colore toutes les recettes. Moi, je pourrais passer ma journée ici à juste manger. La Camerise Majomique, comment ça a commencé tout ça? Je sais que c'est une entreprise familiale. Ça fait pas si longtemps que ça. Non, ça fait pas longtemps. On a commencé en 2018 qu'on s'est intéressé. On avait un projet, c'est des terres à mes grands-parents. Le lot ici, c'est les grands-parents, la montagne. Qu'on avait décidé d'essayer de revitaliser ces terres-là. Mais on avait choisi l'argousier, on a essayé, mais là, on a eu un coup de cœur. On est allé au Saguenay, une formation, un coup de cœur sur la Camerise. On avait goûté justement l'Aurora. On a décidé d'aller vers cette variété-là. On a planté un champ, 2 champs, 3 champs. On grossit. Il y a de la demande, on grossit.
Fait que c'est ça, puis ça reste une entreprise familiale. J'étais avec mon père qui est propriétaire aussi, mon frère qui est propriétaire, puis on a toutes nos forces dans l'entreprise. On réussit à se compléter là, à l'intérieur de l'entreprise. Quels sont les produits que vous proposez? On a évidemment la camerise fraîche, la camerise congelée aussi. Pour toute l'année, là, on a de la camerise qu'on garde, qu'on congèle. On a des produits transformés dans les desserts, etc. Du jus, des Monsieur Freeze, de la slush. Puis on essaie de développer tranquillement aussi un éventail de produits. Là. Avec la camerise, c'est un petit fruit comme un autre qu'on peut faire. On a un potentiel de faire du cidre, du vin, du jus. Il n'y a pas trop de limites. Et s'il y a des gens qui veulent goûter aux produits dont tu viens de parler, est-ce que c'est ici même sur le site qu'ils sont disponibles? C'est ici même sur le site. Éventuellement, on a l'intention d'élargir un peu notre marché. Sauf que pour l'instant, on veut faire découvrir la camerise au verger avec le paysage, justement, ça fait partie de l'expérience. Aujourd'hui, j'ai vu, c'est une belle journée, là, le soleil a disparu un peu, mais on avait un très beau soleil. J'ai vu plein de gens dans le verger vous proposer de l'autocueillette. Oui, l'autocueillette, c'est la meilleure façon de goûter la camerise, c'est vraiment l'autocueillette. De venir dans le champ, de voir les plants, goûter, voir la différence des deux cultivars. C'est vraiment je crois, la meilleure façon de la découvrir, puis c'est de même qu'on aime le montrer aussi. Là. En terminant, vous avez des partenariats avec d'autres entreprises, par exemple Savon Maison ou la microbrasserie de la Captive. Oui. Bien, comment c'est arrivé ces partenariats-là? Un peu naturellement, je te dirais. C'est des partenaires, c'est des gens qu'on connaissait, c'est des gens, des entreprises qu'on appréciait aussi. Le Libellule, on fait des beaux produits avec nos camerises aussi. La Captive, on connaît la Captive depuis toujours. Puis la camerise, ça reste un fruit en bière quand même intéressante. Elle est assez goûteuse, elle est assez acidulée, que ça fait de la super bonne bière. Puis le savon, ça c'était plus original, on s'en attendait pas, mais ils nous ont approchés puis ils ont dit on aime la couleur. Ils nous ont demandé des camerises, ça a fait un super beau savon. Là. Bien, Michael, merci beaucoup d'être venu à l'émission pour me parler de cette belle entreprise. Merci à vous. Alors, pour découvrir ce petit fruit sucré, c'est ici même sur le site de Camerise Majomic à Saint-Alexandre-des-Lacs. Bienvenue dans cette nouvelle chronique mystère. Aujourd'hui, mon invité, c'est un mathopédien passionnant, plongeur de formation à la retraite, qui a fait 369 fois la plongée de l'Empress of Ireland. J'accueille aujourd'hui le chroniqueur Langis Dubé. Bonjour Langis, ça va? Bonjour Christophe, ça va bien, oui. Tu étais venu l'année dernière pour nous parler de ton livre. Aujourd'hui, de quoi tu me parles? Bien, on peut parler de différents sujets. Par exemple, on peut parler du métier de plongeur ou on peut parler de l'Empress of Ireland encore aussi. Il y a bien des choses à dire là-dessus. On peut parler des nouvelles technologies de plongée, on peut parler de... Oui, bien sûr. Bien, commençons par le métier de plongeur, justement. OK. Donc, comment c'est arrivé tout ça? Ah, ben moi, dans mon cas, là, si je raconte mon expérience personnelle, moi, je travaillais comme soudeur auparavant, une compagnie à Rimouski, puis à un moment donné, la compagnie a été achetée par une autre, puis finalement, ils ont mis la clé sur la porte. Donc, puis moi, j'avais déjà une certaine expérience en plongée sous-marine, en plongée sportive. Donc, j'ai pensé à ça. J'ai dit, je vais tenter ma chance en plongée commerciale. Donc, je suis allé suivre un cours de scaphandrier. J'étais dans la première équipe de scaphandrier à être formé au Québec, à l'Institut de marine de Rimouski. Le cours se donnait à Saint-Romuald. Puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à travailler comme plongeur commercial. Là, je gagnais ma vie sous l'eau. Je faisais toutes sortes de travaux de construction, mais sous l'eau. OK. Ouais. En gros, un plongeur commercial, peux-tu m'expliquer un peu c'est quoi? Ben, c'est un plongeur qui gagne sa vie. C'est un homme qui gagne sa vie sous l'eau, en travaillant en plongée sous-marine, si on veut. Dans le cours de scaphandrier, on travaillait avec des équipements comme un casque rigide, un gros casque en fibre de verre. On était relié à la surface avec un ombilical. Il y a des caméras sur ce casque-là. On était en communication auditive aussi. Donc, tout ce que le plongeur fait sous l'eau, il le voyait en haut sur la console, la caméra. Fait qu'on faisait toutes sortes de travaux sous l'eau, de la soudure, on coulait du béton sous l'eau, on faisait des films vidéo, n'importe quoi. J'ai même fait du marteau, de l'aiguine, de la scie à chaîne sous l'eau. OK. Scie à chaîne. Ouais. C'était une scie à chaîne pneumatique ou même hydraulique aussi. Okay. Là. Fait que tous les métiers de la construction en surface, on les exécutait sous l'eau.
OK. Pour faire différents travaux d'entretien? Oui, surtout les quais. Les quais sont beaucoup désuets au Québec. Ouais. Il y a beaucoup de travail à effectuer là-dedans là, pour les maintenir en ordre ou même les remplacer complètement. Là, les bateaux, si on travaillait sous les bateaux, des fois une urgence, un bateau qui avait parti un trou en dessous, par exemple, il fallait aller souder sous ce bateau-là. Toutes sortes de travaux du genre, là, si tu veux. Là. Puis l'Empress of Ireland, c'est arrivé comment, ça? Ah, l'Empress of Ireland, ben ça, c'était à mes tout débuts. Quand j'ai commencé à suivre mon cours en 79, j'ai entendu parler vaguement un peu de l'Empress of Ireland. Puis là, c'était devenu... là, j'ai suivi mon cours de plongée. Puis là, ça n'a pas été long. On est allé sur l'Empress of Ireland. On n'avait pas d'expérience à l'époque. Mais ça, c'est vraiment une épave fabuleuse. C'est une épave semblable à celle du Titanic. Une tragédie aussi grande en importance, mais complètement oubliée. Puis ça nous intéressait beaucoup. Puis à l'époque, on avait le droit, nous, les plongeurs, de remonter des objets. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Aujourd'hui, l'épave est protégée. Mais cette manière de fonctionner-là a permis de fonder des musées de la mer. Des musées, comme le musée de la mer à Pointe-au-Père. On leur prêtait des objets, on leur donnait des objets. Fait que là, les musées pouvaient continuer de parler, de faire connaître cette tragédie-là au grand nombre. En se servant justement des objets à l'appui. Là, Tu l'as mentionné, puis je me suis souvent posé la question, tu peux peut-être me répondre. Pourquoi l'Empress of Ireland, qui est une tragédie aussi grave que celle du Titanic, pourquoi elle a sombré dans l'oubli aussi rapidement? C'est ça. C'est assez spécial, c'est parce que, premièrement, elle est dans l'ombre du Titanic aussi, parce que le Titanic avait coulé 2 ans auparavant. Il était censé être insubmersible. Puis le Titanic était plus gros, puis c'est sa première traversée. Tandis que l'Empress of Ireland, lui, il a fait 96 traversées aller-retour. Il avait déjà fait ses preuves. C'est ça. Puis c'était un bateau qui il était comme rodé, on va dire. Puis là, ce qui est arrivé aussi, il a coulé, puis c'était des immigrants qui étaient à bord. Donc, c'était pas comme le Titanic. Le Titanic, c'est son voyage inaugural. C'était toutes les grosses gommes, on va dire. Là. Ben oui. Fait que là, ça avait plus d'impact. Puis là, l'Empress a coulé. Puis ce qui est arrivé, c'est que la Première Guerre mondiale a éclaté presque aussitôt après. Un mois et demi après la Première Guerre mondiale. Ouais. Après ça, il y a eu la grippe espagnole. Après ça, un petit peu plus tard, il y a eu la crise économique des années 30. Tous des facteurs qui ont contribué à que l'Empress a sombré dans l'oubli. Personne n'est au courant de ça. Même dans les années 1980, quand j'ai commencé à plonger, des fois, à des personnes à Rimouski, dans le coin où l'Empress a coulé, je leur posais des questions des fois sur l'Empress of Ireland. C'est quoi ça? Ils n'étaient pas au courant, c'est coulé dans leur cours. Une pareille tragédie. C'est incroyable. Puis même, à un moment donné, l'Empress of Ireland, aussitôt qu'il a coulé, là, c'est devenu une nouvelle mondiale. Rimouski était devenu le centre du monde à l'époque. Si tu vas faire une recherche sur les journaux, les vieux journaux, là, Rimouski était vraiment le centre d'attraction du monde entier. Parce que c'était vraiment une tragédie qui touchait énormément de gens. Là, Nous sommes rendus au segment La Guerre des crèmeries où à chaque semaine, on visite une crèmerie matapédienne pour à la fin de la saison vous dévoiler qui est selon nous la meilleure molle matapédienne. Je suis avec notre chroniqueuse Mia. Mia, on est où aujourd'hui? On est à la crèmerie Les Petits Plaisirs de la C à Cause-Abscale. Moi, j'ai faim. Ouais, moi tout. On y va? On y va. La crème glacée est faite à partir de la crème à gros pur naturelle et le chocolat vient d'une chocolaterie québécoise. On va commencer à noter. Je vais sortir mon téléphone parce qu'on a oublié les feuilles. On a oublié les feuilles au bureau, fait on utilise la technologie. Je vais dire la crème glacée
Comment c'est arrivé? Venez découvrir leur nouvelle installation. J'ai même pu tester quelques glissades pour vous. Imagine quelqu'un a échappé sa molle de ça. Hey, mais ça doit pas aller tant vite, là. Présentement avec Cathy Lévesque et Paul Ross, deux amis avec qui j'ai voulu parler de leur parcours. Vous allez bien? Ben oui, ça va super bien. bien, toi? C'est l'été. Oui, ben oui. Donc, dans la vie, vous êtes deux grandes chums. Comment vous vous êtes rencontrés? Hey, j'ai passé à ça ce matin. À la rentrée scolaire, on s'est connus au travail. On est enseignante à Armand-Saint-Onge. Puis ça va faire 20 ans qu'on est les deux à la même école. Donc, ça va faire 20 ans qu'on s'endure. Oui. Pas mal, ça. Donc, c'est ça, ça va faire 20 ans qu'on se connaît officiellement. On s'était croisés, mais on se connaissait, on s'était jamais vraiment parlé. Là. Donc, c'est ça. Donc, vous êtes rencontrés pour le travail à Armand-Saint-Onge, à l'école. Oui. On est arrivés les deux la même année. On est des transfuges. Moi, j'arrivais de COSAP, puis elle arrivait de Sébec. Est-ce que vous vous rappelez le premier moment? Ben, en fait, elle m'a raconté une shot où on s'était vu avant. Puis c'était... elle m'avait donné un livre pour... On avait eu une formation, je sais pas trop, là. Puis j'avais pas fait une très bonne impression. Parce que moi, je suis gênée de base, OK? Si je suis pas gênée, j'ai fait du théâtre, tout ça, devant une scène, sur une scène, devant une foule, il n'y a pas de problème, mais un à un, j'avertis mes élèves, quand je vous revois plus tard, si je vous dis juste « Salut, salut, ça va », puis que j'arrête ça là, c'est pas parce que je t'aime pas, c'est parce que mon cerveau tombe au neutre, puis fait comment, j'ai rien à dire, je sais pas quoi dire. Puis elle me racontait ça. On avait embarqué pour une formation, puis elle m'avait posé une question, j'ai répondu oui, et j'avais pas développé. Puis là, elle a fait, ben là, elle est bien bête, elle. Fait que c'est ça. Ça fut notre première rencontre. C'était ça aussi, les premières journées. Là. Moi, j'ai eu une drôle de rentrée cette année-là. Là. Je t'épargne les détails, mais je n'étais pas rentrée en début d'année. Puis bon. Puis quand j'ai commencé, on est arrivé comme 6 ou 7 profs qui étaient arrivés, tout le monde en même temps, de COSAP. Mais prof d'anglais, j'en connaissais une. C'était mon amie de COSAPSCAL qui était arrivée en même temps que moi. Mais là, elle aussi, elle enseignait l'anglais. Puis là, je voulais connaître les autres profs d'anglais, mais elle était beaucoup plus dure d'approche. Moi, je suis juste un petit peu extravertie. Fait que ça fitait pas, là. Moi, ça me tentait pas de... Mais je l'ai tanné, là. Puis une fois qu'on a commencé à se parler, on s'est rendu compte qu'on pouvait finir les phrases l'une de l'autre. Ouais, fait que là, ça fitait bien. Beaucoup de choses en commun. Vous avez réalisé que la chimie opère très facilement. Oui, vraiment, vraiment. Là. On s'est vus ados, on a fait des ateliers ensemble. Moi, j'étais... Parce que Cathy, il faut comprendre que Cathy est beaucoup plus vieille que moi. 2 ans. Et pas là, on non, bientôt. Non, pas encore. Pas encore. Non, c'est ça. Donc, quand j'étais en secondaire 3, puis toi, tu devais être en secondaire 5, on est allé faire un atelier, comme l'ancêtre de secondaire en spectacle, une fin de semaine à Gaspé. On était dans le même atelier, on a monté une pièce ensemble. Moi, à l'époque, je jouais de la flûte traversière, elle du piano. On avait créé une toune, tous les jeunes ensemble. Puis en jasant, moi, j'étais dans la création musicale. Hey, moi aussi. Mais là, fait qu'on a passé la fin de semaine ensemble sans se connaître. Mais ma perception, c'était la pianiste était bête. le guitariste était beau. Il y avait un autre pianiste qui était très beau aussi. Ah, ça, tu vois? Non. Ouais. Les pianistes ne m'intéressaient pas. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Le 8 juillet dernier se tenait une conférence de presse à la Chute à Philomène à Saint-Alexandre-des-Lacs pour annoncer une grande primeur pour le tourisme matapédien. L'idée a toujours été d'avoir un projet d'envergure autour du site exceptionnel qui sont les Chutes à Philomène. Quand il y a eu la conférence de presse, je me suis dit, moi, il faut que je la fasse. Puis là, je suis ici à matin. Depuis le début des années 2000 qu'à la municipalité, on se demande comment susciter un intérêt autre que la vue de la chute au site de la Chute à Philomène.
La Via Ferrata, c'est un parcours hybride d'escalade et de randonnée sur parois rocheuses. C'est ici, c'est les échelons. Okay. Il va en avoir beaucoup. Tu peux mettre les pieds, tu peux t'accrocher dessus, on peut se léger court. Et si je fais, c'est raté pour ça, ça a été testé pour. Les poignets, pour encore s'accrocher, mettre des pieds. Juste à côté de ça, on a des marches. OK. Pour mettre des pieds. Ici, on a la ligne de vie. Oui. C'est là-dessus que ton gros crochet va être accroché. OK. Puis en haut, je sais pas si tu vois la queue de cochon. Oui. Ça, quand tu vas faire un changement de section. Oui. C'est là-dessus que tu fais ton longé court. Fait que quand tu veux prendre du repos, la longe courte, c'est magique. OK. Moi, dans le cadre de mon métier que je fais, ça va arriver très souvent que je vais me longer court, masser, puis regarder tous mes clients, parce que ça va m'aider moi personnellement, puis je prends pas d'énergie. Puis en même temps, on profite de la vue. Exactement. J'arrive sur le pont. Wow. Donc, gang, c'est officiellement commencé. À date, j'adore ça. La vue est magnifique. Avec la chute d'un bord puis les montagnes de l'autre, là, c'est magnifique. Je pense que ce qui est vraiment plus le fun pour les habitués du site, c'est de découvrir des spots qu'on n'a jamais vus finalement. Hey, ici, c'est magnifique. C'est très beau. Puis on est dans les premiers à marcher là. On commence la montée tranquillement, mais sûrement. On descend pour la première fois. Je pense que là, le sport commence pour vrai. En ce moment, j'ai pas le vertige, ça va bien pour vrai. Ah, je ferais ça toute la journée. Je suis curieux de savoir, eux, tu sais, d'en haut, ils vous voient comment, tu sais. On doit être deux petits points qui bougent. T'évalues, là, tu sais, toi, t'en as fait plusieurs. T'évalues que la Via Ferrata ici, c'est débutant, intermédiaire, expert? En termes de longueur, je pourrais dire que c'est débutant. OK. Par contre, en termes de technique demandée, ceux qui n'ont jamais fait, c'est sûr que c'est assez intéressant. C'est un bon challenge, beaucoup de parcours à la verticale. C'est peut-être un petit peu plus intermédiaire. Parcours Aventus, une entreprise d'amoureux du plein air. On existe depuis 1994. On est basé au Saguenay. On a développé plein d'activités, dont la Via Ferrata, de façon importante à partir de 2005. Donc, à partir de 2005, on est devenus des apprentis ferratistes et on avait l'espoir de devenir des professionnels. Et c'est ce qu'on est devenu avec le temps. Notre équipe de guides, on va en avoir ici une équipe de 5 qui vont accompagner les clients. Notre responsabilité dans ce beau partenariat-là avec la coop, c'est d'assurer l'expérience client et d'assurer la sécurité des gens. Ah non, mais pour vrai, la vue ici, là, ah, c'est un des plus beaux endroits de Matapédia. Alors, regardez ce que je vois en ce moment, gang. C'est pas magnifique un peu? C'est beau, la Matapédia. Moi, on dit que c'est beau. On est chanceux de vivre ici. Vraiment, là, tu sais, tu regardes ça, là. C'est magnifique.
Ça a super bien été pour vrai. J'ai l'impression, là, j'en parlais au guide tantôt, que n'importe qui a le gosse de le faire, puis la forme de le faire, il faut être quand même un minimum en santé, peut le faire. On a des points de vue magnifiques qu'on ne peut voir que de la Via Ferrata. Donc, une belle activité qui vient de s'installer dans la vallée. Alors, pour les gens à la maison, j'ai apporté ici un bac rempli d'eau avec des balles qu'on retrouve dans des jeux pour enfants, donc des petites balles comme ça de plastique. Et j'ai apporté ici ce qu'on va utiliser pour démontrer la pression à l'intérieur d'une bouteille. Il n'y a pas que la bouteille qui a une pression en ce moment. Non, il y en a beaucoup. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, Christophe, tu vas tenir ceci, tu vas mettre tes lunettes de sécurité. Et pour l'instant, elle est inoffensive, il faut bien le croire. Et je vais prendre mon petit bouchon et je vais le mettre dans ma poche. Et je vais expliquer c'est quoi la pression. Alors, la pression, tu as déjà vu un geyser? Oui. Donc, une pression à l'intérieur d'un geyser qui se gonfle avec de la chaleur, avec de l'eau. Puis à un moment donné, pouf, ça sort par un petit orifice. Et ça fait un méchant geyser dans les airs. Ça fait tout un show. Bon, ben là, ce qu'on va faire, on va en produire un dans un bac rempli d'eau avec nos petites balles. C'est bon. Puis j'ai apporté quelque chose d'un peu spécial ici qui va nous permettre et nous aider à faire le geyser. Ça s'appelle de l'azote liquide. C'est à moins 196 degrés Celsius. C'est bon. Et ce que je vais faire, c'est que je vais remplir de l'azote liquide directement dans ma bouteille. Et tu peux constater que c'est assez froid. Ça moins fait 196 degrés Celsius. Je sens vraiment la fraîcheur qui arrive. On va en mettre 2. Comme ça. Alors, j'utilise toujours un gant de protection pour mes mains. Et un troisième. Question d'avoir vraiment du plaisir. Et on n'a plus besoin de ça. Maintenant, où est mon bouchon? T'en souviens-tu? Dans ta poche. Dans ma poche. Alors, on va aller chercher le bouchon dans ma poche. Je vais mettre ça sur ma bouteille qui est juste ici. Et on a environ 7 minutes avant que la bouteille éclate. Donc, 7 minutes avant que la bouteille éclate. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre là-dedans. On va rajouter les balles, puis on va circuler. C'est bon. C'est bon. Attention, c'est parti. Je suis à une bonne distance, quand même? Ouais. Wow! Ça, c'est ce qu'on appelle un geyser. C'est impressionnant. Une explosion contrôlée de balles et c'est vraiment génial.
Oui, bien, justement, là, c'est quoi, là, en gros, là, le TDA? En fait, un TDA, c'est un trouble déficitaire de l'attention. Il y a certaines personnes qui ont avec hyperactivité, ce qu'on va dire le TDAH, et d'autres qui ont aussi avec impulsion. Moi, dans le fond, j'ai pas fait les tests, en fait, pour savoir si j'ai le H, même si, bon, je suis pas mal sûre à 1000 %, mais je m'auto-diagnostiquerai pas. Moi, dans le fond, j'ai découvert pas mal à 21 ans. En fait, là, j'ai pris les devants, j'étais allée chez mon médecin, j'ai fait là, il y a de quoi qui cloche, mais j'ai décidé quand même de ne pas prendre la médication vu que c'était tout nouveau puis que je m'étais quand même beaucoup habituée avec ce trouble-là dans ma vie pendant 21 ans. Mais c'est ça venait très dangereux, en fait, pour ma vie, pour celle des autres. Fait que j'ai décidé pour le bien commun d'aller mettre les mots sur ce que je vivais. Là, tu dis, parlant de mots, il y a un mot qui a retenu mon attention, le mot dangereux, qui est un mot quand même, tu sais, c'est pas rien. En quoi tu te sentais en danger? Bien, en fait, ça devenait dangereux parce que j'avais des oublis très fréquents. Oubli de fermer le poêle, fermer le four. Dans le fond, je sors quelque chose du four, j'oublie de le fermer. D'avoir des longs repas, excuse-moi, dans le four. Des fois, je les oubliais et j'ai cramé. Oui, anecdote. Pour ma fête, elle a décidé de me faire une lasagne. Puis, elle a oublié la lasagne dans le four. On lui a pensé, 2h30 après. Ouais, on est allé écouter un film, puis comme on l'a oublié. Elle était pas mangeable. Mais là, c'était pas juste de ma faute, OK? Non, c'est de la faute de tout le monde qui était présent. Mais c'est ça. En fait, là, c'est que quand, mettons, je mettais du spaghetti, puis là, je le faisais égoutter, j'oubliais de fermer le rond, etc., etc. Même encore, hier, j'avais oublié de fermer le four en sortant mes affaires. J'en ai rendu compte comme 5 minutes après. Quand j'étais chez mes parents, puis j'allumais le poêle à bois, ben des fois, la clé, tu la fermes pas tout de suite. Là, je remontais en haut, puis des fois, je partais sans fermer la clé. En conduisant, je pars dans ma tête et des fois, je suis comme « Oh, fudge, je suis rendue où? » Puis aussi que le cruise control est mon meilleur ami parce que je te dis que le 140 arrive vite. D'avoir de la difficulté à finir une tâche, c'est-tu parce que tu en commences une autre, tu oublies de finir celle-là? Beaucoup. Ouais? Beaucoup. En fait, surtout, bien, on va le voir beaucoup dans le travail, à l'école aussi pour les jeunes. C'est juste aujourd'hui, je me suis rendu compte comme 3 fois que j'avais le même courriel en brouillon, que j'avais pas fini d'écrire, que j'avais pas envoyé parce que là, le téléphone sonnait, puis là, j'oubliais de faire des choses. Puis finalement, je me suis rendu compte que j'avais 5 tâches que j'avais commencées, puis que j'avais pas fini encore parce que j'avais tout le temps des distractions, puis j'oubliais ce que j'étais en train de faire. Ouais. Fait que, puis tu sais, ça arrive aussi là, dans plusieurs autres sphères de ma vie. Là. On parle beaucoup d'école, puis c'est beaucoup ce qu'on connaît dans la société, dans le travail et tout. Mais c'est aussi visible, moi, dans mes interactions sociales. OK. Ouais, en fait, là, moi, quand on me parle, je peux pas te regarder les yeux parce que je vais tellement me concentrer, en fait, sur tes yeux, puis sur ce que, genre, de bien paraître à la personne qui me parle, que je vais totalement fermer mon canal auditif, puis j'écouterai plus du tout ce que tu me dis. En ce moment, ceux qui sont sur YouTube, revenez en arrière, puis regardez ses yeux vont où. Ils vont un peu partout pour que, en fait, mon cerveau se concentre juste sur ce que je dis sans que mes yeux soient focus avec ce que je regarde. Puis ça paraît aussi beaucoup dans mes interactions sociales, dans le sens où je vais beaucoup couper la parole. Bien, ça va être beaucoup en lien avec le TDAH, avec l'hyperactivité. Tu veux tout le temps enchérir sur quelque chose. Aussi, le fait que, justement, j'oublie tout. Le fait que j'oublie tout, ça fait que je suis une des meilleures confidentes au monde parce que j'ai dit quelque chose à quelqu'un, je l'ai pas pris en note. On me rappelle le lendemain, je sais plus. Je sais plus ce que je t'ai dit, je sais plus ce que tu m'as dit. Un peu plus tôt dans l'entrevue, tu disais que tu n'avais pas pris de médication parce que tu avais un peu trouvé tes trucs à toi. Ouais. S'il y a d'autres personnes là, qui sont dans la même genre de situation que toi, qui découvrent que j'ai peut-être un TDA, c'est quoi certains trucs qu'ils pourraient avoir? C'est quoi les tiens, par exemple? Bien, c'est assez compliqué comme question parce que, justement, je les ai forgés dès la petite enfance parce que moi, c'était quand même très visible dès l'école. En fait, là, puis en plus que ma mère, elle a un TDAH aussi, puis que c'est un peu beaucoup héréditaire, c'était un peu sûr qu'il y en a au moins un des 4 qui allait l'avoir. Ça a tombé sur moi. Mais c'est ça, à l'école, ben moi, je
peux pas écouter en fait ce que la prof va dire sans faire autre chose. Je serai pas capable, je vais tomber endormie, je vais tomber dans ma tête, je vais partir dans 1 million d'idées. Un peu, c'est la même chose en conduisant. Faut que je prenne des notes. Puis de toute façon, en plus, j'oublie tellement tout qu'il faut que je prenne des notes. Des fois, c'est juste que fallait que je shake de la patte, pas parce que j'avais trop d'énergie, parce que ça m'a aidé à me concentrer. Quand on dit jouer avec les crayons, mais tu sais, c'est vraiment des trucs pour aider notre cerveau à rester focus sur une activité qui lui gruge trop d'énergie. Puis, par exemple, justement, quand on disait tantôt, en toto, si je me suis mélangée dans mes mots, ben, le cruise control, c'est un très grand truc. De se faire des listes de tâches, de toujours faire tout de suite. Tout de suite, tu sais que tu as quelque chose à faire, fais-le tout de suite, attends pas à demain, parce que demain, ça se peut que tu aies oublié ce que tu avais à faire. Puis des fois, je te dis, hey, rappelle-moi ça. Hein? Ouais, oui, ça arrive souvent, oui. Juste tantôt, rappelle-moi que mon chargeur de téléphone est dans ma poche de manteau. Tu vois, tu t'en es souvenu. Oui! Fait que c'est à peu près ça, là, les trucs que moi, mettons, je me suis développée, mais il y en a que c'est autre chose pour plusieurs personnes. Salut Mia! Salut Christo! Aujourd'hui, tu sais, en fait, et vous le savez, c'est la dernière de TVC l'été. Déjà? Donc j'ai décidé de me gâter un peu. La semaine dernière, on a fait un gâteau avec toi. J'ai décidé de t'amener dans mon univers. Moi, je suis un grand fan de tout ce qui est vente de garage, objets d'occasion. Donc je me suis dit qu'on allait aller à un de mes commerces préférés dans la Matapédia, la ressourcerie de la Matapédia. On est présentement devant la porte. Est-ce que tu es prête à aller faire quelques petites trouvailles? Oui, je suis vraiment prête, j'ai vraiment hâte. Allons-y. Oh mon Dieu, as-tu vu tous les jeux de Sims qu'ils ont? Check lui. Je pense que c'est genre Ikea édition. Ça? Ouais. Ikea édition? C'est Ikea édition. Hein? Ouais. Je savais même pas qu'il avait fait ça. Moi, je les ai. Je les ai toutes chez nous, ces Sims-là. On est avec une fan des Sims. Moi, c'est sûr que là, on commence déjà en partant avec mon coin de prédilection, c'est-à-dire, il y a les films, là. Turbo Kid, un film que j'ai jamais vu, mais c'est un film québécois, un genre de comédie, science-fiction, film apocalyptique. Genre de film que pogné, mais pas, parce que c'est un film trop underground pour le Québec. Ah, ça, c'est cool, ça. Une édition que j'ai pas. Donc moi, vous allez beaucoup me découvrir aujourd'hui. Vous savez, moi, je suis un grand fan d'Arthur l'Aventurier. Je l'ai eu la saison dernière. Puis, je suis un peu freak. Je collectionne les éditions des Arthur. Fait que ça, je repars avec. Ah oui, là, on arrive dans le coin. Il faut pas trop bouger les bras parce que tout peut péter ici. On est dans le coin vaisselle. Puis moi, je suis vraiment très gauche. Bon, fait que ça se peut qu'on reparte d'ici avec des dettes. Tiens-moi ça. C'est Barbie Picken, ça? Qui était... Oh my God! On fait un remake de Barbie Picken. Fais Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Ken! Wanna go for a ride? Sure Ken! I'm a Barbie girl in the Barbie world. Oh, j'avais ça chez nous. Check, comme ça, il est de même. Comme ça, il est pas colorié. Ah! Attends, c'est pas le même. Je pense que j'ai raté le tour de magie. Parce que c'est un livre magique, là. De même. Puis je fais genre... De même, genre. Oh, ça, c'est cool. Oui, j'ai connu cette série. Bobino, Radio-Canada. Bobino et Bobinette? Oui, check. Moi, je connais pas, c'est juste que mes chevaux s'appellent de même. En tout cas, si jamais vous êtes pour la rentrée scolaire... Y a-tu stock en masse? En voici, en voilà. Ça se dit pas en voici, en voilà? Pas sûr que c'est français. En ici, en là. Je sais pas. Emmenez-vous-en ici. On arrive dans mon deuxième spot préféré. Il y a le coin DVD. Là, il y a le coin VHS, cassette et vinyle. C'est ici qu'on trouve le plus d'affaires que tu savais pas que ça existait. Oh my God! Ça, c'est cool, ça. Pour les fans de films d'horreur, le projet Blair Witch, mais en VHS. Ça, c'est vraiment cool. OK, on fait un jeu, OK? OK. Si ça tombe sur un chiffre pair, OK. tu gagnes des points. Un pair, tu gagnes des points. OK, mais c'est quoi le gage? Moi, je veux que quelqu'un soit humilié. Moi, c'est... Il doit... L'autre a le droit de choisir un outfit qu'il faut que tu portes. Oui! OK, oui. Demain. OK, il y a des tournages demain. Fait que si j'ai eu l'air fou durant l'émission, c'est de ta faute. Mais OK, on le fait. Fait que, pair. Non, c'est moi qui ai pair. Ah, OK, impair. Puis, on a combien de... Tu tournes la roue. Tu tournes la roue. Une fois? Une fois. OK. Oh my God, il y a des tournages demain. Non! Oui! On s'en va dans le coin vêtements.
demain, Mia va être tellement belle sur les tournages. Hey, puis en plus, c'est la grande finale de la guerre des crèmeries qu'on tourne demain. Oh! J'ai déjà hâte. Viens-t'en! Ah, tu sais, ça matcherait pas, ça. En vrai, ça serait drôle. Tu pourrais garder ton look, mais quand même avoir l'air ridicule, ce qui est parfait. Ça pourrait être parfait, ça. Ah oui, c'est ça, on le tient. Alors, vous compreniez pas pourquoi Mia ressemblait à rien durant la grande finale de la guerre des crèmeries? Eh bien, maintenant, vous comprenez. Ah oui, là, on arrive dans un autre endroit que j'adore. C'est la section décoration de Noël / décoration d'Halloween. Des fois, on trouve des belles affaires. Je sais pas ce que j'essaie d'imiter. Ça passe. Ah non, j'ai hâte. Tantôt, on était à Noël. Là, on arrive à l'Halloween. Premier truc que j'ai remarqué, c'est une chandelle. Moi, sincèrement, là, je trouve ça quand même un peu cool. Elle est pas épeurante, mais juste assez cringe pour l'être un peu, tu sais. Je l'aime bien. Qu'est-ce que t'en penses? C'est que je vois sa face. Elle était pas d'accord avec moi. Ah, c'est bien cool, ça. Tout le monde aime Marineland. Oh my God, mais je change vraiment l'acheter, no joke, hein. Le sac à dos Bud Light? Ouais. Tu peux. Mais je rentre pas dedans. Ça s'ajuste, ça, t'as peu. Sors-moi donc le rouge. Celui-là? Ouais. Oh non, lui de Frozen. Il est où? Le vélo de Darren. Ah, le vélo. T'as ça, mon enfant. Merci, papa. Ouais! OK, libre. Le tournage t'épuise, Mia? C'est fini. Fait que Mia, c'est quoi tes trouvailles? J'ai trouvé un costume magnifique. En fait, j'ai trouvé un costume magnifique et j'ai vraiment hâte de l'avoir demain au tournage avec. Un sac à dos. Lui, je l'aime vraiment beaucoup. Puis notre caméraman a même trouvé Salière, Subway. Ouais. On aime. Moi, sans surprise, des films. Fait que le projet Blair Witch, film d'horreur en VHS, une édition d'Arsène l'Aventurier, un de mes préfs, puis Turbo Kid, un film québécois que je n'avais pas vu. Fait que je me suis dit pourquoi pas. Ouais. Alors, eh bien, on remercie la ressourcerie, bien entendu, la ressourcerie de la Matapédia et entre autres Martin. Merci pour votre généreux accueil. Et si vous avez des objets, vous avez vu un peu là, ce qui se trouve à la ressourcerie, si vous avez des trucs que vous voulez vous débarrasser, vous ne savez pas où, vous pouvez toujours venir les porter à la ressourcerie. Puis parlant de l'album, un peu avant sa sortie, vous aviez mis sur vos réseaux sociaux les titres. Ouais. Je les ai analysés un peu et je trouve, théorie, est-ce que ça se peut que vous vous êtes beaucoup inspiré de bouffe? Pour, tu sais, coco de cuir, OK, on peut dire que c'est des œufs, des cocos, beurre. Tu sais, il y a beaucoup de mots de bouffe qui reviennent, bacon. Ouais. Ben, les mots de bouffe, là, c'est... En général, c'est des beaux mots, je trouve. Puis on s'en sert pas assez. Je trouve ça le fun de plugger des patates frites, de plugger du pudding, du bacon dans les tunes, parce que c'est un bon point de départ. Tu peux raconter ce que tu veux après ça. Mais le chemin va être différent. Si tu veux faire une histoire d'amour en parlant de bouffe, pour faire comme une métaphore, ton histoire d'amour va être différente de ce qu'on a entendu, tu sais, en général, parce qu'il y a beaucoup de tunes d'amour, mais autour de la bouffe, moins. Fait que j'ai trouvé que ce terrain-là, il est quand même le fun à exploiter, puis ça fait des mots qui sont le fun à entendre, puis c'est... En tout cas, moi, j'aime ça, écrire à partir de ça. C'est pas une discipline qu'on se donne de parler de bouffe beaucoup, même que pour cet album-là, on avait eu la discussion, les gars m'avaient dit « Hey, on essaie-tu de pas faire trop de tunes de bouffe? » Puis tu sais, finalement, je pense qu'on fait ce qu'on fait, puis il y a des tunes qui annoncent, tu sais, souper fondu, c'est pas une tune qui parle de fondu nécessairement, c'est une relation de couple, mais la thématique ou le prétexte pour en parler, c'est un souper fondu, puis je trouve ça le fun d'y aller de même, puis on se privera jamais.
Mais je me rends compte que oui, sur les 4 albums, en fait, il y a quand même beaucoup de bouffe. C'est récurrent, puis on aime ça manger. Fait qu'on en parle. Ouais. Parlons un peu justement des autres albums. En fait, vous avez eu plusieurs succès au fil des années, mais j'aimerais revenir avec toi sur ce qui, je pense, être selon moi le plus gros succès de Bleu Jeans Bleu, c'est-à-dire la chanson Coton Ouaté. Oui. Pensez-vous que Coton Ouaté allait faire autant de bruit au Québec? Ben non, c'est sûr que non, parce que jamais tu fais une toune en disant cette toune-là a le potentiel de faire qu'est-ce que Coton Ouaté a fait. Il y a des gens qui sortent numéro 1 après numéro 1 après numéro 1, puis nous, c'est pas ça. Puis Coton Ouaté, même, n'a jamais été un numéro 1. Ça a été un bon numéro 2, mais dans le... Comment dire? Je l'appelle notre succès social parce que cette toune-là s'est installée vraiment d'une façon que jamais on pourrait avoir espéré. Puis même dans le futur, on ne pense pas répéter un Coton Ouaté numéro 2. C'était trop particulier. C'était accompagné. En fait, c'est ce qui a créé l'ascension de Bleu Jeans Bleu. Puis cette ascension-là, tu ne peux pas l'avoir 2 fois. Tu passes de méconnu à un petit peu plus établi une fois, tu sais. La toune, tout ça, ce qui est arrivé en même temps, nous autres, c'est le game changer, comme on dit. Cette toune-là a vraiment tout changé pour Bleu Jeans Bleu. Puis tu sais, on en entend des histoires comme ça, puis on dirait que c'est comme le rêve. Tout le monde aspire un peu à ça, à un moment donné, à avoir une toune qui va faire ça, mais tu fais pas la musique en ce sens-là parce que tu ne contrôles pas comment les gens vont le prendre puis comment ils vont se l'approprier. Puis c'est ça qui fait qu'une toune devient quelque chose qui s'installe dans le paysage social comme ça. C'est comment les gens la font rentrer partout dans leur vie de famille, au bureau, dans les spectacles de fin d'année, tout ça. Tu sais, Coton Ouaté, c'est devenu plus gros que la toune, c'est devenu plus gros que nous autres. Mais c'est quelque chose qu'on a, puis que ça établit le groupe. Puis après ça, ben nous, ça nous donne un auditoire pour écouter ce qu'on fait après. Fait que, tu sais, ça a tout changé, mais on l'a jamais vu venir. Vraiment pas. C'est sûr que non. Je suis présentement avec Jean-Marie Cabera, qui a émigré dans les années 90 au Québec. Bonjour Jean-Marie, ça va bien? Oui, ça va bien, merci, bonjour. Donc, en 1995, tu quittes ton pays natal, le Rwanda, pour fuir la guerre. J'ai entendu dire que ça n'a pas été facile. Peux-tu me conter cette histoire? Non, ça n'a pas été facile. Quand tu dois quitter ton pays, pas parce que tu veux partir, mais parce que tu es obligé de partir pour sauver ta vie et la vie des tiens, ce n'est pas facile. Ça a été très difficile. C'est même cette situation qui fait que je ne suis pas encore retourné, parce que je sais que la façon dont je suis parti était très difficile, situation dangereuse, affreuse. Alors, je me dis que je n'aurais pas aimé que je me retrouve dans les mêmes situations. Assez traumatisante, et merci. Oui, peux-tu nous expliquer un peu, c'était quoi justement la situation là, pour ceux qui ne sont pas au courant? Au Rwanda, il y a eu une guerre, je dirais, fratricide, qu'on a qualifiée à juste titre de génocide. Donc, il y a théoriquement ou même pratiquement des Hutus qui étaient en guerre contre les Tutsis, mais en même temps, ce sont les Tutsis qui étaient réfugiés dans les pays extérieurs du Rwanda, qui sont rwandais tout de même, qui voulaient regagner leur pays. La voie pacifique n'avait pas été possible, alors ils ont voulu regagner notre pays, leur pays, par la voie des armes. Voilà. Donc, puis, tu n'es pas parti seul, tu es aussi parti avec ta famille? La maman de mes enfants était partie aux études, au Québec même, à Rimouski, où elle faisait ses études doctorales en éducation. Alors, quand elle est partie une année après, c'est là où ça a explosé. Alors, quand j'ai essayé de fuir avec mes enfants, j'ai fui où je connaissais quelqu'un. Et le quelqu'un, c'était la maman de mes enfants, à Rimouski. Mais ça aussi, ça n'a pas été un mouvement facile parce que je suis parti du Rwanda, transité par le Burundi,
à travers les armes et les cadavres. Et puis au Burundi, je suis resté comme une année, pas une année, 2 mois. Après, la paix au Burundi était précaire parce que Rwanda, Burundi, c'est la même configuration sociale, ou presque. Il y avait beaucoup de problèmes aussi. J'ai fui encore, je suis allé au Kenya, à Nairobi, où je suis resté 1 année et demie. Mais entre-temps, les enfants étaient partis par une autorisation spéciale du ministre. Et moi, je n'ai pas pu partir parce que je n'avais pas de visa. Je suis resté à Nairobi pendant 1 année et demie. Voilà. Tout ça, c'est un long chemin. Oui, en effet. Puis, tu finis par réussir à rejoindre le Québec. Comme tu expliques, tu vas à Rimouski parce que c'est là que tu connaissais quelqu'un. Comment ça s'est passé, ton immigration au Québec? Et mon immigration au Québec a été très bien faite. Très bien faite parce que j'ai la chance ou l'état naturel où je suis moi-même quelqu'un qui s'intègre facilement. Je suis très ouvert parce qu'on demande à nos compatriotes d'accepter les immigrants. Je dois noter qu'on intègre quelqu'un qui est intégrable. Quand vous êtes dans un pays où les gens vous ouvrent les bras, sont très bienveillants, il faut aussi se montrer bienveillant. Il faut se montrer ouvert, sans être offensif, sans être agressif, sans être envahissant, se montrer disponible à l'interaction sociale. C'est ça mon secret personnel. Et voilà, c'est ce qui complète l'émission des meilleurs moments. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, sachez qu'elle est disponible en entier sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été des nôtres toute la saison. Petit rappel, pour ma part, vous allez pouvoir me retrouver sur le canal 4 de Cogeco et sur ma chaîne YouTube pour le podcast que je fais avec mon amoureuse C au carré. Merci beaucoup tout le monde. J'ai été très content d'être encore parmi vous cet été. Bon automne!